Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue dans ma review du chapitre numéro 102 de Dragon Ball Super que vous pouvez lire sur le site de Manga Plus, il est disponible. Le temps est donc venu pour ma critique de ce chapitre. Comme vous le constaterez, il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées dans celui-ci et j'y perçois également des défauts notables ainsi que des craintes par rapport à l'avenir, vis-à-vis desquels je resterai dans l'expectative des prochains chapitres, dans l'espoir que ce soit rapidement une affaire réglée, mais il y a des points en suspens sur lesquels je m'interroge, c'était déjà le cas vis-à-vis des spoilers et ça l'est encore plus à la lecture du chapitre complet. Celui-ci porte pour titre Son Goku contre Son Gohan. Le père arrive directement devant la demeure du fils et il ne passe pas par quatre chemins. Il a été extrêmement impressionné par le ki massif de Son Gohan déployé en Beast précédemment. Il veut le voir et le jauger de près, de ses propres yeux et également de ses propres poings en s'y frottant. Il demande à Gohan un combat, en quelque sorte d'entraînement. Dans une scène un petit peu gaguesque, lorsque Gohan ira se changer que Goku n'a que Goten et Trunks à qui adresser son intérêt, scène plutôt intéressante au sens où elle apporte de l'interaction et de la vie, même si Goku paraît assez égoïste, uniquement rattaché à un seul point de gravité et ne va penser aux autres, plus petits, plus secondaires, que lorsqu'il faut évidemment les sauver, manger avec eux, ou lorsque les principaux ont disparu. J'aimerais que cette écriture relativement binaire de Goku change un petit peu, mais bon, ça n'a pas l'air d'être prévu. J'aimerais que son cœur parle un petit peu plus, il en avait pour tout le monde à l'époque, même pour les personnages secondaires, dès l'enfance, dès l'équipe qu'il avait pu créer autour de Tenchin Han, Yamcha, Kame Sennin, Bulma et consorts, et c'est quelque chose qui s'est perdu. Un collectif métissé de divers ennemis et allié va être téléporté sur la planète de Beerus. Alors autant au chapitre 101 la polémique me paraissait infondée du comment Son Goku a réussi à se téléporter depuis Beerus jusqu'à la planète Terre, je l'avais expliqué en me basant sur trois aspects, sur trois piliers bien précis. Par contre, cette polémique n'existe pas dans le cas opposé. Du coup, je demande à ces personnes-là pourquoi. Surtout que là, on a un Vegeta qui est en forme de base, Broly aussi, Shira et Remo, ça pèse pas grand-chose, Beerus et Whis, du ki angélique et divin. Théoriquement imperceptible, il reste donc Broly et Vegeta. L'un est en train de suivre la marche du yoga de Whis et Vegeta est totalement au repos. Alors, ok, Goku s'est totalement concentré sur cette planète et sa direction. Dans un sens ou dans un autre, la distance reste la même, mais il manque, à mon sens ici, une source de ki suffisamment déployée pour être palpable depuis la Terre. Et je doute qu'un Vegeta en mode relâché ou qu'un Broly qui apprend à faire du yoga représente pleinement cela. Je ne polémiquerai pas sur le sujet, mais pour dire que comme quoi, il y a souvent deux poids, deux mesures. Là, ça me paraît quand même très gros pour être gobé, tandis qu'avec Gohan Beast, ça me paraissait assez concret. Toute la bande est réunie ici. Je vais vous parler d'un métissage et c'est donc y compris Carmine et numéro 15. Ils sont là en premier lieu pour la blague, mais il me paraît tout à fait évident qu'ils vont servir d'une manière ou d'une autre au scénario et ses ramifications. De plus, je prends un petit peu d'avance sur le chapitre, on verra que numéro 15, comme par hasard à la demande de Trunks, qui sait à quel point ils peuvent être méchants et mal intentionnés, va lui demander de filmer la scène. À la lecture c'est drôle mais c'est quand même ahurissant quand on y réfléchit. C'est ce type d'êtres là qui ont permis à la création de Cell Max, et on peut pas dire que Goten et Trunks étaient en situation de facilité face à lui, bien au contraire, ils pourraient recommencer et cette fois-ci on les nourrit de données. Le fait que Goku emporte tout le monde et ne se soucie pas tellement de qui ils sont, je peux le comprendre à la limite, ça peut ressembler aux personnages, mais que ceux ayant été impliqués dans l'histoire tels que Gohan, Goten et Trunks ne disent rien, et au contraire les laissent emmagasiner de l'information dans un lieu extraterrestre, divin, ici planète de Beerus, avec prise en vidéo des différents pouvoirs, transformation, capacité de fusion, captation vidéo des personnes en présence sur la planète, qui permettrait à quelqu'un de mal intentionné de savoir qui n'y est pas sur la Terre, et de savoir comment attaquer si jamais il le voulait. Je pense évidemment à Black Freezer, directement la planète de Beerus. Ce sont vraiment des atouts stratégiques qu'il ne faut pas laisser entre de telles mains et je redoute, première crainte, le fait que une grosse intrigue va se développer sur la base d'une scène aussi gaguesque et si peu crédible. Parce qu'au final, l'humour est acceptable et encore plus dans Dragon Ball. C'est à la base de la plume et de l'écriture de Toriyama depuis le début et ça a lancé de nombreuses intrigues. Mais ça avait toujours un semblant de cohérence, malgré le côté ubuesque. Là malheureusement, c'est loin d'être aussi fin, à moins que tout cela ne soit qu'un coup de bâton dans l'eau et que ça ne mène pas plus loin.
mais l'on sait parfaitement ce que cela donne lorsque le ruban rouge prend des infos sur ses ennemis. En tout cas, Toyotaru s'est bien joué de nous avec les 7 premières pages qui nous annonçaient clairement un combat Goku-Gohan. Ce combat aura lieu, mais pas tout de suite. Au passage, 2 petits mots sur le Broly en plein yoga. Sur le papier, ça paraît absolument loufoque, mais là, je trouve ça réussi. Déjà parce que le personnage a une base solide dans le film qui porte son nom, que depuis, on l'a vu s'entraîner sérieusement avec Goku, aussi bien en film que dans le manga, jusqu'à il y a très peu de temps, mais aussi principalement, et on en reparlera par la suite de cette review, parce que ce chapitre, à mon sens, démontre à quel point Broly est une sorte d'éponge. Alors une éponge très puissante, quand tu la frottes à ta poêle, elle devient rayée, mais une éponge tout de même. Il a le cœur pur, on le sait tous, et lorsqu'on associe ces 2 paramètres au fait qu'il soit plutôt simplé, on l'a vu dans le film, lorsqu'il tente de s'exprimer, de dire merci, il y a un petit côté Jacouille la fripouille avec l'interrupteur et la lumière. Mais bon, hormis le fait qu'il ait été exilé de sa planète, qu'il a vécu en mode Tarzan avec des créatures absolument innommables. Il aura d'ailleurs sympathisé avec celle qui s'appelait Ba. Le personnage revient de loin dans sa sauvagerie. Eh bien, il socialise, il apprend, il s'éveille, il fait ce qu'il aurait dû faire lorsqu'il était enfant. Car en soi, malgré tout ce que je viens de citer, c'est son parcours de vie qui fait qu'il est si bête, a priori. Mais en termes de capacité, théoriquement, il en a tout autant que son paternel ou que n'importe quel autre Saiyan. Et on a vu qu'ils étaient organisés, qu'ils étaient entre eux civilisés et manifestaient d'une certaine forme d'intelligence, de stratégie, de savoir-vivre. En tant qu'éponge, tel que j'aime bien le qualifier désormais, ce Broly va s'imprégner, s'imbiber d'à peu près tout ce qui peut lui sembler intéressant. Ça démarre ici avec ce yoga, ça avait démarré bien avant avec les entraînements au combat évidemment, mais ça c'est plus par nécessité si jamais il venait à être menacé de nouveau. Mais également de manière plus triviale, ce Broly agit de la même façon. Et lors du combat qui va suivre, on va se rendre compte que c'est encore une fois le cas, et je trouve que c'est cohérent avec l'écriture amenée depuis le film 2018 du personnage. Cela dit, Toyotaru nous l'a bien fait à l'envers, parce que lorsque Gohan parlera du Beast à Son Goku, que ce dernier découvrira le nom, il est réellement introduit pour la première fois, que l'on apercevra Beerus ne pas vraiment vouloir autoriser ce combat car ça va détruire, amocher salement sa planète, tout cela ce sont des petites graines qui sont plantées et dont on va reparler petit à petit. Les salutations du combat sont en train d'être faites, mais contrairement aux bonnes habitudes et coutumes en matière d'arts martiaux, il n'aura pas lieu tout de suite. Gohan aura tout de même le temps de mentionner que son maître Piccolo a une nouvelle forme et que c'est par ailleurs lui-même qui a nommé la transformation de Gohan en tant que Beast. J'aime beaucoup ce parallèle-là parce que là où dans l'arc super-héros à proprement parler, j'avais l'impression que le Dr Edo pouvait s'apparenter à Toriyama, j'en avais parlé brièvement au cœur de je ne sais plus quelle review, le côté scientifique à la tête de tout, au cœur pur souhaitant créer ses petites actions de super-héros, se faisant embrigader dans une bien malfaisante armée, ayant le devoir de réaliser ses sombres desseins, Cell Max, sauf que Cell n'est ni la volonté première ni la finalité du Dr Edo, les gammas lui suffisaient, une paire, un duo. Toriyama à l'époque n'avait pas pensé à Cell de base, on partait sur la paire Dr Gero et C19, ça évolue avec C17 et C18, il en fallait encore plus, on a eu Cell, et ce grâce au petit jeu éditorial. Toriyama s'était exprimé concernant le fait que sa forme préférée de Cell était la seconde, celle que l'on a tendance à ne pas aimer, et c'est bien celle-ci qu'il a attribuée à Cell Max, via le Dr Edo. Bref, des parallèles Edo-Toriyama j'en avais dénoté pas mal, mais au global dans l'œuvre, s'il y en a un de nos jours qui est Toriyama, c'est plutôt Piccolo. Et c'est lui qui prend en main la transformation et l'entraînement de Gohan, comme toujours, mais c'est aussi lui qui vient de nommer sa transformation et qui l'a fait en réalité. On le sait, on avait eu des interviews, etc., des documents. C'était Akira Toriyama. Piccolo est un petit peu son porte-parole au sein de l'œuvre, tandis que celui de Toyotaru, c'est un petit peu difficile à étayer, mais je dirais probablement Whis. C'est lui d'ailleurs qui, en ricanant un petit peu, a dit à Goku qu'il aurait de belles surprises en ramenant son fils ici. Ce personnage a toujours un gros coup d'avance, il en sait beaucoup plus sur le plus puissant de l'univers, comme s'il décelait et retenait tous les plans de Toyotaru, et qu'au travers de cette œuvre de fiction, il en était son porte-parole, tout comme Piccolo et Akira Toriyama. Et je suis curieux de l'entendre parler ce Piccolo à propos du Beast, c'est lui qui a donné les astuces à Gohan pour qu'il se contrôle. Est-ce que ces astuces seront transmises de Gohan vers Broly pour que lui-même ait une maîtrise sur sa forme? Est-ce que Piccolo sera ramené dans cette histoire? Mais à vrai dire, j'aime bien que Piccolo soit sur Terre, déjà par son lien avec Kami et Dende. Sa présence sur Terre me paraît vraiment bénéfique, son rôle d'observation aussi, et puis il est devenu un si bon combattant qu'en l'ayant sur Terre, c'est quand même rassurant.
et ça paraît cohérent en termes de placement de entre guillemets pions, ou plutôt ici de personnages. Là, il y a un réel protecteur de la Terre contre environ 90% des menaces qui s'y rendraient. Évidemment, si un Black Freezer y va, ce sera du gâteau, mais là, que pouvait-il faire? Goku s'intéresse également à ce dernier, Orange Piccolo. La dénomination Orange n'est pas révélée ici à Son Goku, mais il a compris qu'il a évolué. Je pense qu'il serait très surpris de la nouvelle forme et apparence physique, également de son pouvoir grandissant. En tout cas, ça me dirait bien qu'il y ait une bataille plutôt collective qui rassemblerait Goku, Gohan, Vegeta et Piccolo. Ce quatuor un petit peu à l'ancienne est très représentatif dans nos mémoires, dans notre nostalgie d'une période Dragon Ball Z assez phare. Et les voir aujourd'hui avec leurs dernières évolutions, Ultra Instinct, Colosse de Ki, Ultra Ego, Beast, Orange, face à des ennemis qui n'en démordent pas et qui valent le coup d'œil, ça peut être quand même très attractif. En tout cas, ce n'est pas Trunks qui l'est pour le moment, Vegeta le déplore, mais vu que ce dernier et son acolyte Goten font les fanfarons, ils vont devoir se coltiner un combat en 2 contre 1 face à Gohan. Ça en dit long quand même sur la décrépitude de ces deux personnages-là, mais une fois de plus, que peut-on faire lorsque l'on sait déjà et qu'il a déjà été établi par Akira Toriyama lui-même à la fin originale de Dragon Ball que ces deux ne valaient pas grand-chose. Une fois de plus, avec une impression de me répéter qui devient de plus en plus amère, tant que l'on n'aura pas dépassé ou atteint à minima le 28e tournoi des arts martiaux, il me semble que l'on ne fera pas grand-chose de ces deux jeunes, expliquant le 2 contre 1 entre guillemets misérable face à Son Gohan, plutôt spectaculaire sur les attaques combinées, plutôt prometteur, mais ne voyant jamais le bout de ce tunnel, ça commence à devenir lassant. Alors autant leurs petites aventures durant la préquelle à super-héros apportent un vent de fraîcheur à ces deux personnages-là, mais pas la perspective d'évolution qu'ils méritent, et celle-ci ne sera réalisable qu'après que Goku ait formellement rencontré Oob. Espérons que cette attente ne soit pas vaine et nous sera récompensée. Dragon Ball et nous, les fans de Dragon Ball, le méritons. En tout cas, Vegeta a pour idée donc de faire combattre ces 3 jeunes, c'est justifié ainsi dans le chapitre. À vrai dire, je pense que ça a 2-3 utilités. Évidemment, donner du Goten et Trunks, qui est une attente du public, peut-être même un plaisir de Toyotarou à les dessiner, ça je le comprends bien. Il y a toujours ce côté cool, ça fonctionne toujours avec eux qui se dégage. Permettre d'avoir un premier test de Son Gohan et le pousser jusqu'à l'Ultimate, et donc éviter d'avoir un Goku qui va passer le SSJ, le SSJ2, le SSJ3, le machin. Éviter également de confronter Gohan Ultimate à Goku Blue ou à Goku God. Éviter de nous fournir des réponses auxquelles peut-être que les auteurs eux-mêmes n'ont pas envie de se casser une dent et y réfléchir. Et ça, je peux bien le comprendre. Ça évite la redondance au sein du combat, ça apporte la diversité des adversaires, forcément. Ça permet à Son Goku d'être un marqueur à l'intérieur de ce chapitre avec l'activation directe de l'Ultra Instinct. Et franchement, ça fonctionne d'avoir directement Gohan qui avait rétrogradé en forme de base car il pensait refaire tout le chemin. Mais non, il passera direct en Beast. Ça déverrouille quelques mécanismes intéressants, aussi bien pour se faciliter la vie en tant qu'auteur que pour diversifier la nôtre en tant que lecteur, tout en cultivant une zone de mystère, celle où les fans s'interrogent sur l'équivalence entre telle forme et telle forme de Goku et de Gohan. Vous n'aurez pas ces réponses-là, si ce n'est peut-être vis-à-vis du Beast et de l'Ultra Instinct au chapitre 103. Et encore, il faudra voir. Ce combat, Goten et Trunks, permettra également de développer encore un petit peu plus Broly. Ceux qui auront l'œil le plus aguerri parmi vous auront remarqué que Broly s'intéresse à ce combat. Il est curieux vis-à-vis de tout, étant donné qu'il a tout à apprendre, et Whis remarque la situation, fait un pas vers lui, au sens figuré, et lui dit que ce sont les fils de Goku et Vegeta. Il lui explique la situation, lui met la puce à l'oreille sur le fait qu'ils ont du sang Saiyan à l'intérieur de leurs veines, sous-entendu, regarde bien, ça va être intéressant. Toi qui n'arrives pas à te transformer, tu vas voir d'autres gars qui le font. Ils sont beaucoup plus jeunes et tu vas voir qu'une multitude de gars comme ça, de Saiyans comme toi ou même de Saiyans métissés, sont capables, arrivent avec une facilité déconcertante à maîtriser cette transformation-là. J'aime bien d'ailleurs le fait qu'il nivelle un petit peu ce Broly dans cette situation où il a du mal à contrôler le Super Saiyan qui est pourtant devenu une transformation plus que banalisée dans DB, DBZ, DBS, DBGT, tout ce que l'on imagine avec DB. C'est devenu normal aussi bien pour les personnages que pour nous, lecteur ou spectateur, de le voir et de le voir arriver en un claquement de doigts. Et là on repart sur des bases avec ce Broly là. Son potentiel est si dément qu'il est impressionnant en se battant même sans se transformer. On sait qu'il en a vraiment sous le pied, qu'il évoluera sûrement au-delà de ce qu'il a proposé dans le film, mais en attendant le voici semi-muselé par le fait d'avoir du mal à atteindre le Super Saiyan ou du moins à se contrôler pleinement et à ne pas virer dans tous les sens lorsque celui-ci est activé. Ça nous renvoie à certains fondements au final
de Dragon Ball ou Z, et même à certaines choses que nous n'avons jamais vues. Au final, Goku a dit avoir eu besoin de s'entraîner un petit peu après avoir débloqué le Super Saiyan pour le contrôler, et là on a le cas ultime dans lequel un Saiyan galérerait avec cette transformation-là. On l'a sous nos yeux, c'est développé, limite au microscope, j'apprécie beaucoup. Le moment est venu, numéro 15, pourtant issu d'une armée aux moyens absolument incroyables et modernes, nous sort un caméscope comme notre père pouvait en sortir un il y a de cela au moins 30 ans en arrière, lors d'un repas de famille. Allez savoir pourquoi, c'était l'époque de la sacoche banane et du caméscope. Numéro 15 est resté là-dedans, le combat a lieu, Gohan estime ses adversaires. C'est aussi intéressant de nous démontrer de l'évolution de ses capacités ainsi, je vous rappelle qu'il avait du mal à détecter ou qu'il ne détectait tout simplement pas le fait que Piccolo était déguisé en gars du ruban rouge, alors que Pan le pouvait. Là, on a un Gohan qui voit ses deux adversaires, ça veut dire qu'il les a observés et jaugés lors du combat face à Cell Max, qu'il les prend à leur juste niveau désormais, et face à ces deux jeunes surexcités et bien habitués à travailler ensemble, il va se transformer en Super Saiyan. Il aurait peut-être pu les gérer en forme de base, mais il reste apaisé sous cette forme-là, elle est très économe, et permet de lui garantir une forme de sécurité. Les enchaînements fusent de la part de Goten et Trunks, il y en a vraiment qui ne sont pas nécessaires, c'était un petit peu déjà le défaut de Gotenks à l'époque, c'est pas nouveau, il en faisait des caisses. On sent qu'il y a quelque chose avec ces deux jeunes, mais c'est loin d'être exploité, c'est tellement maladroit, et des experts comme Goku, Vegeta, voire même Gohan, sont effarés de voir autant de rebuts dans leurs actions. Il n'en reste pas moins des combattants de renom, ils passent au Super Saiyan, on connecte avec le cas de Broly, la discussion avec Whis qui se perpétue, ce côté éponge de Broly, l'action est frénétique, même pour un combat de niveau relativement faible de nos jours, c'est dynamique, ça esquive, ça s'accroche dans tous les sens, ça utilise des ruses, de la stratégie, il y a même une transposition sorte de Zanzoken de la part de Goten et Trunks. Certes, la proposition visuelle et celle de Toyotaru, on n'est pas au niveau de Toriyama d'époque, tout le monde l'a compris. Mais c'est quand même assez divertissant au fil de la lecture, les mouvements et les attaques ne se répètent pas, les situations se renouvellent, on a également une confrontation un peu plus rapprochée entre Trunks et Gohan, les deux du présent, chose qui n'était pas arrivée, on était habitué au Mirai, Gohan et Trunks, il y a forcément un énorme relance symbolique derrière cette confrontation, plusieurs techniques martiales sont enchaînées, on ne reste absolument pas restreint dans un seul cadre, combat à distance, diverses techniques de corps à corps, évolution en matière de transformation, l'Ultimate est enfin nommé ainsi au sein de l'œuvre, alors ne soyez pas choqués si cela perturbe Son Gohan. Il n'a jamais nommé cette forme ainsi, et aucun personnage ne l'a fait avant Goten et Trunks. Là où Piccolo m'apparaissait comme Toriyama, Whis comme la retranscription de Toyotaru, j'ai un petit peu l'impression que Goten et Trunks ont ce côté bon client, bon public, et à savoir nous, les fans. Bien que cette dénomination d'Ultimate trouve ses ramifications dans des documents officiels, elle a été largement acceptée et propagée par les fans. Elle colle tellement à la peau à Son Gohan désormais, et pourtant il y avait d'autres alternatives. Gohan Ultime pour les Français, Mystique Gohan pour les Américains, Gohan potentiel éveillé ou potentiel libéré, c'est l'Ultimate depuis plusieurs années qui a marqué, et Gohan va devoir s'y faire, et puis pourquoi pas. Sauf qu'à ce stade-là, Goten et Trunks n'ont plus grand chose sous le pied, une fois de plus. SJ2, autre transformation, autre pouvoir, autre power-up, capacité spéciale, oui, mais pas avant le 28e tournoi des arts martiaux, il me semble. À part cela, il reste une option, et non des moindres, la fusion, qui leur permet de réunir et multiplier leurs puissances respectives, et d'atteindre d'autres paliers, probablement le SJ2 et de manière assurée le SJ3. Alors après la fusion ratée de Gotenks dans le film, mais plutôt efficace, elle aura pété le gros crâne de Cell, rappelons-nous de ça, après une fusion a priori réussie, en toute fin de film super-héros, à moitié hors champ, scène de fusion réussie qui n'apparaît pas, vous pouvez la chercher en termes d'équivalence chronologique avec le film, ça avait été ôté du manga, on comprend à moitié pourquoi désormais, car les deux jeunes sont toujours imparfaits dans la pratique de leur fusion, et le Gotenks en surpoids apparaît de nouveau. Alors ok, cette scène de fusion réussie avait été enlevée du film super-héros, mais ce qui vient casser un petit peu le délire, c'est Trunks qui affirmera qu'ils se sont entraînés après et qu'ils ne se rateront plus, ce qui revient à peu près au même. Eh bien non, ce n'est toujours pas possible. Pourquoi ? Parce que l'auteur doit gagner du temps sur ses pages, parce que l'auteur nous envoie encore une fois le même gag. Et quitte à en faire un, j'aurais préféré qu'il y ait un élément perturbateur. Je ne sais pas moi, une espèce de flash sur le caméscope de numéro 15, un éternuement du poisson oracle, enfin bon, un pot de glace, ils en avaient mangé des tonnes durant le film super-héros qui aurait fait riper leurs jambes. Et on aurait pu avoir la forme très amincie
D'ailleurs, j'aurais préféré revoir celle-ci que celle en surpoids que l'on voit toujours désormais. Pourquoi ne pas alterner? Les deux existent. Enfin bon, il est là. Si vous me demandez vraiment sincèrement ce que ça me fait, ça me prend la tête terriblement, mais au global de la lecture du chapitre, je préfère passer outre. Déjà parce que j'ai pas que ça à faire de me prendre la tête avec ça, ça reste assez court et anecdotique. Il fusionne en 3-4 pages. Gohan est en ultimate, il va taper dedans et ça va rebondir dans tous les sens et on n'en parle plus ou presque. Au cœur de l'histoire, ces deux restent fusionnés. Alors ok, les 30 minutes etc. ne sont pas passées, je comprends, mais elles auraient pu. Ils auraient pu faire une pause pour manger et amener le combat face à Goku. Ce n'est pas le cas. Donc il y a une volonté du scénariste à vouloir conserver les deux fusionnés ainsi. Théorie un peu farfelue, mais est-ce qu'un combat va se profiler sur la planète de Beerus tant que ces deux sont fusionnés et qu'ils auront un adversaire pour eux, sous cette forme-là? Encore une fois, on pense toujours à Black Freezer qui pourrait se ramener ici, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Sans se prendre la tête, je dirais que ça permet de ne dessiner qu'un seul personnage, qui apporte au final une dose de Goten et de Trunks à la fois. Le petit design fusion métamol est toujours cool, je trouve à voir, ce petit gilet, ce petit pantalon, etc. Ça fait toujours son effet, donc pourquoi pas, on va pas non plus s'embêter avec ça outre mesure. Le combat va démarrer. Gohan qui salue Son Goku et réciproquement, ça me renvoie forcément en pleine nostalgie de Goku petit dans la maison de son défunt grand-père qui saluait la 4e Dragon Ball, qu'il considérait comme étant l'incarnation ou la rémanence de son grand-père perdu. Il le saluait chaque jour. À l'époque, Goku petit saluait Gohan. Et là, on a Goku qui littéralement salue Gohan. Et quand on est imprégné de Dragon Ball depuis l'enfance et que l'on est tombé dans la marmite tel Obélix, forcément, ça nous fait quelque chose au cœur. Les dessins ne sont pas toujours au beau fixe dans ce chapitre-là, ils sont en tout cas inégaux. Certaines cases pour avoir un petit peu plus d'impact, un petit peu plus de détails, certaines proportions ne me conviennent pas. C'est le cas ici sur ces salutations. Un peu plus tard sur l'apparition de Gohan Beast qui a l'air d'être un bloc, tout rigide là comme un tombe là dans Mario et tout, c'est un peu bizarre. Il y a aussi des passages que j'ai beaucoup appréciés, sincèrement. Le passage en Ultra Instinct de Goku, certains plans sur Beerus et Whis, la transformation de Son Gohan en Beast, elle est décriée par certains, alors oui, je suis d'accord, elle est largement perfectible, et notamment sur les personnages secondaires, en fond, c'est vraiment dessiné à la va-vite de la part de Utaru, et il nous avait fait part d'un message à la période où il dessinait ce chapitre-là en fin d'année dernière pour nous dire qu'il était extrêmement pris, qu'il y avait pas mal de fatigue accumulée. Ça avait causé des oublis d'ailleurs dans certains crayonnés et brouillons, et je me doute que ça a également eu des répercussions sur le chapitre qu'il préparait à l'époque, à savoir celui-ci, le 102e. Fête de fin d'année, etc. Il ne pouvait pas se diviser, et son énergie non plus. J'espère que certaines corrections seront apportées à la sortie définitive, en tome. Malgré tout, sur une page comme ça de transformation de Son Gohan, je trouve vraiment que ça fait le taf. Et pourtant, il y en a des tares, comme j'ai dit. Les personnages plus au fond en termes de perspective qui paraissent pas très bien réalisés. Franchement, on n'avait pas besoin d'autant de cases. Au contraire, ça aurait vraiment été frappant avec 2-3 cases max. Mais il y a quelque chose. Il y a franchement quelque chose. Ce Gohan qui s'adonne à la bête littéralement qui sommeille en lui. Quelque chose s'éveille avec ce vent qui l'entoure, avec cette brise de plus en plus puissante. Cette case bien marquée sur son regard. Les pupilles blanchâtres, comme s'il échangeait de place avec quelque chose d'autre en lui. Ce que l'on connaît de Gohan accepte de se mettre en retrait et laisse la place à cette bête rugissante qui au final a toujours été en lui, depuis Raditz, etc. On a toujours connu ce sursaut proche du bestial, en tout cas enragé de la part de Gohan. Et là, il arrive librement à lui laisser la place. Encore une fois, par rapport à Broly, c'est typiquement ce que le fils de Paragus cherche éperdument à faire. Et Gohan a trouvé quelque chose, grâce à l'aide de Piccolo. Ce qu'il y a de bien post-transformation, c'est que même s'il laisse place à quelque chose ou quelqu'un d'autre à l'intérieur de lui, ce n'est pas encore bien défini, ça reste Son Gohan qui parle, qui réfléchit, qui agit. Son air de visage a totalement changé. On est beaucoup plus dans le Gohan SCJ2 adolescent ou dans le Saiyan lambda combattant et qui aime le combat, à la Raditz ou autre, voire même Vegeta, Goku et consorts, et ça dénature beaucoup de Son Gohan, et ça j'arrive à l'accepter grâce à ce cheminement de transformation et ce déclic qui survient au moment de celle-ci. Par contre, ce que j'accepte beaucoup moins par rapport à Gohan, c'est quand il va nous sortir des phrases comme au début de chapitre en mode « Oui papa, maintenant je combats et je me suis beaucoup entraîné tel que tu l'as toujours voulu ». J'en ai déjà parlé dans la vidéo de spoiler, donc je vais pas réitérer tout ce que j'ai dit, mais en 2 mots, c'est tout à fait contraire à l'écriture de Son Gohan. Pour avoir une écriture à la Gohan, il suffit de se reporter à celle de Mirai Gohan. Un gars qui n'aime pas forcément le combat, qui a des capacités qui explosent celles d'à peu près tout le monde, d'où le paradoxe l'entourant, qui ne sera jamais en première ligne, sauf si il se doit de le faire, ce qui est concrètement le cas de Mirai Gohan, devenu entre guillemets le Goku de son monde.
et il était vraiment représenté en tant que tel dans le manga de Toriyama ou le TV spécial d'époque. Sinon de base, Gohan c'est un personnage qui va être très centré sur sa science, ou alors à minima qui aura un comportement équilibré. Il va attribuer un petit peu de temps au combat, chose qu'il avait faite pour apprendre le Makako Sampo qu'il a mis à exécution face à Cell Max. Ça, c'était très pertinent par rapport au personnage. Le personnage qui a mixé vie scientifique, qui malheureusement est passé à côté de sa vie personnelle, et j'espère que le manga n'oubliera pas ça à la suite. Je sais qu'une majorité de fans s'en fout, c'est pas mon cas. Gohan a désormais une vie de père à assumer, et comment peut-il en 24 heures rentrer tout ça? Être un bon mari, être un bon père, être un bon combattant, être un bon scientifique. Ça fait vraiment beaucoup. C'était au final ce qu'il essayait de faire dans le film Super-Héros, mais là, la tournure de l'écriture de Son Gohan prend un beau virage vers le quasiment tout combat. Attention, c'est une crainte que j'ai, c'est un gros piège et ce serait totalement dénaturer Gohan. Répondre à l'appel des fans depuis des années, ok, mais dans quelles conditions? Et justement, pour garder cet équilibre, cette page où il se transforme est parlante. On pourrait avoir un Gohan qui mène une vie équilibrée, voire même avec une forme de priorisation pour sa vie de famille et professionnelle, tandis que lorsqu'il a ce déclic-là, volontairement, il s'adonne pleinement au combat et à ses plaisirs. C'est plutôt en cela que je trouverais le personnage de Gohan équilibré, et pas un énième Saiyan qui kiffe le combat à tout prix. Attention, il ne reste d'ailleurs plus qu'à suivre les évolutions de cela dès les prochains chapitres. On a 2 messages relativement antinomiques à l'intérieur de ce chapitre 102, il va falloir prendre une décision à partir des suivants et je ne peux qu'espérer que la bonne sera choisie. Gohan Beast est là, il surprend absolument tout le monde, Vegeta est choqué, Goku l'est probablement tout autant, en tout cas il est bouleversé par un tel torrent de ki et donc d'énergie. Ça leur rappelle selon moi le Super Saiyan 2, ça leur rappelle ce qu'ils auraient désespérément voulu de sa part à l'époque de Dabura et de Boo. En tout cas, ce vers quoi il tentait de le guider dès cette époque-là, c'est désormais présent dans toute son explosivité. Évidemment, à l'instar d'un Jiren ou d'un Broly, pourquoi pas, Gohan arrive à ce niveau-là simplement avec du ki mortel. Et j'appelle de nouveau à ne pas faire l'erreur à croire que le ki divin est garant de la toute surpuissance. Kaio, Kaioshin, donc Shin, Kibito, Gowasu, Zamasu, Dende ont du ki divin. Est-ce que ça en fait des chevaux de course dans l'œuvre Dragon Ball Super? Absolument pas. D'ailleurs, j'aimerais bien revoir Kaio dans ses histoires à l'intérieur du manga. J'aimais bien sa manière d'échanger avec Goku, de l'alerter, de l'épauler, bon. Mais ça me paraissait réussi et c'est quelque chose qui s'est aussi perdu. Goku et Gohan se sont entendus sur le fait d'aller directement utiliser leurs meilleures formes et techniques, mais attention, jusqu'à la fin du chapitre 102, ils ne seront jamais vraiment à fond. Ça se voit sur les 2 personnages, reste alors à déterminer lequel en a plus sous le pied que l'autre. C'est surtout ça. Ils vont probablement se pousser de plus en plus, à moins que le combat ne soit coupé et que la réponse ne nous parvienne jamais. Le cas échéant, il faudra être attentif concernant les détails et indices que le chapitre 103 pourra nous fournir. Autre sujet qu'il me paraît important de dégrossir, c'est pourquoi est-ce que Goku utilise cette forme-là de l'Ultra Instinct et non pas le véritable. Si je vous formulais la réponse courte, ce serait tout simplement que Goku Ultra Instinct aux cheveux blancs argentés à ce moment-là de l'œuvre est plus performant au combat que le véritable Ultra Instinct. Le véritable est un compromis lorsqu'il faut faire face à d'énormes menaces qui sont très endurantes, chose que cet Ultra Instinct ne lui permet pas. C'est mon interprétation des choses et j'ai constaté qu'un dénommé Alfie sur Twitter en a une très similaire. Il a fait cette espèce de petit guide pour mieux comprendre l'Ultra Instinct. Il a représenté les différentes formes, alors il y a peu de différence au niveau du dessin, mais regardez bien au niveau du visage, et l'on partirait donc, d'après sa représentation, à laquelle j'adhère plutôt bien, les signes de l'Ultra Instinct qui sont la porte d'entrée à cette technique. C'est incomplet et instable, mais plus proche de l'Ultra Instinct complet que ce que Beerus ou encore assez drôlement Kame Sennin ont pu montrer. Beerus dans la Battle Royale des Akaishin et Kame Sennin face à Jiren. L'Ultra Instinct avec un cœur non apaisé. Celui aux cheveux gris du tournoi du pouvoir. C'est l'Ultra Instinct, mais Goku n'a pas le cœur apaisé lorsqu'il l'utilise. C'est en gros la confrontation d'un état d'esprit et d'âme typique d'un ange appliqué à un mortel. Forcément, il y a une collision quelque part. Il n'arrive donc pas à l'utiliser pleinement. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs personnes qui sont perdues, parce qu'il y a 2 niveaux d'Ultra Instinct argenté si l'on veut, et ça renvoie à plusieurs de mes vidéos durant lesquelles je disais que cet Ultra Instinct était assez simple à la base et devient absolument imbuvable, mais bref, continuons les explications. Le vrai Ultra Instinct, ce sont les signes de l'Ultra Instinct, mais avec Son Goku, qui est capable d'y associer pleinement ses instincts de survie
tels que ceux de Bardock, et également ses émotions, tout comme son paternel et n'importe quel autre Saiyan combattant, ce qui lui permet d'être très endurant, de développer beaucoup plus de pouvoir que dans la forme précédente aux cheveux argentés, et bien que cela soit un dérivé des signes de l'Ultra Instinct, c'est une forme qui au final est plus appropriée à Son Goku. Rappelons-nous, ce conflit entre le mortel qu'il est et l'état d'esprit, d'âme et de corps qu'il doit avoir typique d'un ange, pour pallier à cela, il mélange les signes à ce qui le constitue lui-même. Et c'est plus efficace que la forme précédente argentée dans laquelle il essaye de copier trait pour trait un ange. Pour en arriver à ce qu'il a de meilleur pour le moment, l'Ultra Instinct le plus complet qu'il a sous la main pour le moment, si vous voulez mon avis ça va encore évoluer, Goku est au maximum de ses capacités actuelles, est capable de créer un colosse de ki. Il n'a pas été plus loin dans l'explication, mais à mon sens, cette forme-là, bien que largement au-dessus de la précédente, n'a pas tous les atouts du véritable et reste encore terriblement dépourvu d'endurance, chose à laquelle il devra pallier. C'est un énorme gap, mais disons qu'il devrait tendre à la forme véritable, argentée, qui n'apparaît pas sur ce visuel-là vu qu'elle n'existe pas dans l'œuvre. Je trouve ce petit guide réalisé par un fan assez clair et démonstratif de la situation, et mes pensées sont en adéquation avec. Qui aurait cru qu'il y aurait tant d'explications à apporter à un simple combat? Celui-ci démarre avec un visage de Vegeta avec la petite goutte de transpiration qui pourrait presque nous faire penser à Mister Satan avant d'affronter un Bojack ou un Cell. Fort heureusement, Vegeta ne va pas dérouler des kilomètres de papier toilette, mais il va observer, tout comme nous, sagement, le combat de Goku et Gohan. Très heureusement également, il est capable de le suivre. Donc attention à ne pas trop partir en besogne lorsque l'on dit oui ce sont les deux plus forts, Goku et Gohan, Vegeta est troisième. Franchement on ne sait pas. Concernant la maîtrise de sa version de l'Ultra, son Wagamama no Gokui, évidemment que Vegeta la connaît à peine et est donc bien loin des évolutions de Goku, ce qui lui laisse une marge phénoménale par ailleurs. Mais en l'état à l'instant T du chapitre 102, difficile de dire lequel des trois sortirait vraiment son épingle du jeu. À ce stade-là, avec si peu de différence, ça va se jouer sur les qualités et défauts de chacune de ses formes et techniques. D'ailleurs, celle de Gohan, pour le moment, ne semble pas en avoir des masses. Là où Goku a du mal avec ses émotions, ou alors avec son endurance, là où Vegeta est obligé d'encaisser, et donc de finir KO, pour stimuler son esprit combatif à un point tel que son corps ne le supporte pas, Gohan, quel est son point faible pour le moment? Point faible, trop fort, il n'en a pas. Alors peut-être et potentiellement, je pense que dès le chapitre 103, ces points faibles vont apparaître. Mais le combat face à Cell Max ou ce début de combat face à Goku n'en ont démontré aucun. C'est là d'ailleurs où ça peut faire rager. Il ne s'entraîne jamais, il débarque la bouche en cœur, il a une forme de transformation qui paraît faire jeu égal avec Goku Ultra Instinct qui a bien évolué là-dedans. Vegeta la goutte au front en mode est-ce que je peux rivaliser avec ça ou pas? Alors que les autres ils s'entraînent depuis des années avec des êtres divins dans des lieux qui le sont tout autant. C'est quoi ce cinéma? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Alors oui, c'est choquant et je suis le premier à le ressentir aussi. C'est même un peu frustrant, pourquoi pas. Cela dit, aussi bien vous que moi avons beaucoup de regards sur l'œuvre Dragon Ball, beaucoup d'expérience, et on ne peut pas faire semblant de ne pas connaître le cas de Son Gohan, qui a 4 ans, qui va exploser le pod dans lequel il a été enfermé par Raditz et commencer à défoncer ce dernier, alors que Goku et Piccolo associés n'y arrivaient pas. Sans entraînement, en étant enfant dans un corps minuscule, il sera beaucoup plus fort que Goku, Piccolo et Raditz. Et surclasser Raditz à cette époque, c'est un exploit phénoménal. On se rappellera de Gohan un petit peu plus âgé, qui tout d'un coup va péter un câble face à Freezer. Il va commencer à le boxer en plein abdomen, à répétition comme si t'avais ramené un 0 sur 20 en maths. Freezer, il a rien compris, il se mange une vague de ki énorme à la fin. Gohan s'apaise ensuite, mais la bête est sortie. Et lorsqu'elle sort, ça vole très haut. Encore une fois, dépasser à ce moment-là la seconde étape de libération de pouvoir de Freezer, c'est ouf. Le SSJ2 face à Cell, c'est sans commentaire. L'éveil du pouvoir de la part du vieux doyen des Kaioshin, ça se passe de commentaires aussi. Aussi bien Cell que Majin Buu passaient pour des débutants à côté de lui. Alors oui, il ne s'entraîne pas. Oui, il est minable lorsqu'il arrive avec son survêtement vert et qu'il ne fait rien du tout face à Freezer. Mais quand il brille, tu ne vois que lui. Et comme je le dis à de plusieurs reprises, le potentiel de Son Gohan en tant que Saiyan métissé est extrêmement comparable à celui de Broly. Et même en termes de caractère. Le cœur pur, pas forcément envie de se battre. Mais s'il relâche ce qui sommeille en lui, alors là il y va à 100%. Des power-up en une poignée de minutes, sans entraînement, on ne sait pas d'où ça sort, c'est véritablement des facilités scénaristiques, mais appuyées de par le lore entourant ces personnages-là, et on est obligé de rester béant, la bouche ouverte, à regarder ce qu'il se passe,
alors que deux autres guerriers chevronnés, stars même de l'œuvre, se sont entraînés pendant des décennies. On a observé les moindres poils de leurs chevilles alors qu'ils pratiquaient diverses danses de fusion, et t'as deux petits gars comme ça qui se ramènent et qui les font passer pour des rigolos. Alors oui, encore une fois, ça fait mal, ça fait plaisir pour eux, à la fois pour Broly et pour Gohan, parce qu'on les aime beaucoup, et quand tu les vois à l'œuvre et évoluer, bah tu restes bête. Comme Vegeta et Goku, tu as la même réaction. Alors d'ailleurs, au passage, se plaindre que Goku aurait des airs de visage bien moins sérieux quand il est en Ultra Instinct qu'à l'accoutumée, c'est aussi normal. Déjà, si j'étais son père, Gohan, et que j'avais une telle surprise, je vous garantis que je taperais la même tête que Goku. Ou alors celle de Vegeta. Mais surtout, et je viens d'y répondre au final, l'Ultra Instinct évolue. Il faut arrêter de croire que l'on est encore en 2017-2018 et que l'Ultra Instinct est le truc iconique à vénérer. Mais il faut accepter et comprendre que l'Ultra Instinct est en train d'être banalisé. Pour qu'il garde le même statut qu'en 2018, il fallait probablement arrêter l'œuvre à ce moment-là. Parce que du moment où il y aura de nouvelles histoires et évolutions dans Dragon Ball, forcément que les précédentes paraîtront un petit peu, peut-être datées. Le Super Saiyan était quelque chose d'absolument ultime, et vous avez bien vu qu'aujourd'hui c'est un petit peu la foire au Super Saiyan, et même déjà au sein de Dragon Ball via Goten et Trunks. Chaque transformation, chaque technique, Ultra Instinct y compris, est vouée à la même chose. Et fut une époque où le Kaioken, pour les plus anciens, c'était quelque chose de ouf. Dans le manga, dans l'anime, dans les jeux et dans les films aussi. Quand on avait le Kaioken, on était comme des oufs. Maintenant, le Kaioken, on dit « Ouais, c'est encore ça ». Alors je parodie, je tire le trait parce que j'aime toujours beaucoup cette technique-là. Mais au final, ça paraît vraiment banal. Et il faut qu'ils nous trouvent des petits artifices, comme la mixer au blue, etc. pour qu'elle captive encore notre intérêt. Sinon, on n'en veut plus, on la trouve désuète. Alors on est loin d'avoir un Ultra Instinct désuet, il est encore en pleine évolution, mais il est en cours de banalisation. Il entre dans les mœurs, et forcément il évolue. Et non, on n'aura pas un Son Goku Ultra Instinct droit comme un i, rigide comme un mur, ad vitam aeternam, ce n'est pas possible. Le très attendu combat commence, un duel véritablement au sommet, reste à savoir si Vegeta en fait partie ou non. C'est extrêmement dynamique, ça vole dans tous les sens, la planète de Beerus prend cher. En même temps, concernant Beerus, je me demande pourquoi. On dirait un petit peu Louis de Funès, vous voyez, il est là à crier, etc., à faire des grimaces, alors que d'un petit coup de bâton, oui, c'est la reconstruit. Est-ce que c'est plutôt par rapport à son honneur, il se sent souillé lorsque sa planète prend un coup ? Je pourrais le comprendre, mais sinon en soi ce n'est pas très grave, voire pas du tout. Et c'est d'ailleurs assez drôle d'avoir ce paradoxe du Akaishin destructeur de planètes, chez qui l'on se rend directement pour lui détruire sa planète. C'est peut-être aussi pour ça que son ego est touché. Au final, avec le recul et avec le temps qui passe, Beerus devrait peut-être s'y habituer, évidemment garder et préserver des limites, vu l'aisance avec laquelle Whis est en mesure de tout reconstruire. Aucun commentaire ne sera fait ici, si ce n'est Beerus mentionnant le fait que cet Ultra Instinct de Goku est sa meilleure forme actuellement. Au cas où vous aurez des doutes, c'est acté. Beerus est extrêmement visionnaire sur le combat. Il demandera au préalable à Whis d'activer le bouclier, il comprendra qu'à ce moment-là ça part plus fort que prévu, plus d'impact visuel dans le combat, j'apprécie, voir une planète trembler enfin, et en plus celle de Beerus, voir les éléments s'y déchaîner parce que le combat fait rage, alors que les deux, Goku et Gohan, ne sont pas à fond du tout. Je trouve qu'il y a beaucoup de confrontations, beaucoup de chocs entre les deux, et c'est pourtant contraire au principe de l'Ultra Instinct. Deux solutions à cela, soit Goku lâche du lest et a envie de provoquer cette confrontation-là et de ressentir les coups de Gohan. Comme dirait Francis Ngannou, il a besoin de mesurer les coups et la force de son fils, ou bien celle-ci est tellement élevée, et ses capacités de combat sont tellement élevées, que Goku n'a d'autre choix que d'aller au charbon, de contrer, de parer, d'encaisser. Il arrive et on le voit à lire les coups de son fils. Ce visuel-là qui manque beaucoup de dynamisme, visuellement, ça manque d'impact, est là pour nous le démontrer. J'avoue que voir les jambes de Gohan écartées comme ça, comme si tu avais ouvert le compas pour faire un cercle, ça vend pas énormément de rêves. Mais cette case est parlante. Les deux arrivent à lire les mouvements de l'autre, notamment Goku a pu prédire ceux de Gohan et les a bloqués vraiment en amont. D'où d'ailleurs le manque d'impact. En retour, on y voit la confiance de Son Gohan, on y voit la défiance dans le regard de l'un vis-à-vis de l'autre. En parlant de regard, celui de Gohan a un petit souci visuel. Ses pupilles ont changé. Normalement, il avait cette espèce-là de double pupille, etc. dans le film ou dans le manga au préalable, et là, ça n'apparaît pas du tout. Alors, est-ce un oubli de Toyotarou? Mais d'habitude, un oubli, c'est sur une case, comme une cicatrice de Broly, et après ça revient. Mais là, vous pouvez chercher du début à la fin du chapitre 102, les yeux de Gohan sont ainsi, un peu plus proches du Super Saiyan si vous voulez. Beerus semble curieux, mais aussi dérangé par autant de raffus dans son monde. J'ai l'impression que, de manière non verbale, au travers de certaines cases, il n'y a qu'à voir ses airs de visage, assez renfermés sur lui,
grincheux. Il y a un petit côté de lui spectateur et voilà, dans cette forme de curiosité, mais quand même je le sens très dérangé. Je le sens aussi très au-dessus de ces deux-là. Je n'ai pas l'impression qu'il soit impressionné, en tout cas de ces deux-là, avec le niveau qu'il déploie actuellement. C'est une donne qui peut changer au 103, au 104 ou autre, on verra plus tard, chaque chose évidemment en son temps, je ne parle que pour le chapitre que j'ai sous les yeux. Goku et Gohan veulent à tout prix continuer, une énorme partie de la planète de Beerus est détruite, si le combat continue, elle sera réduite en cendres et ce serait drôle d'avoir simplement la sphère de Whis qui persiste, mais quand même, la dernière case de ce chapitre, c'est Beerus énervé, la veine au front, qui dit « Regardez ces deux-là, ce qu'ils ont fait à ma planète ». Et Whis qui est en mode « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» avec la candeur qui lui appartient. Même si nos esprits ont tendance à ne retenir que ces deux hommes qui se font face, Gohan et Goku, les deux partant pour continuer, est-ce que notre intellect ne devrait pas se focaliser sur Beerus et Whis et le fait que le combat sera coupé, que Beerus va s'interposer, les stopper, crier, ordonner quelque chose, agir physiquement peut-être, imaginer qu'il les stoppe à la façon du Daishinkan, qui lui-même arrêté en plein élan, Kitera et Beerus dans leur assaut final, un plan qui nous a tous marqué et qui démontrait de la supériorité sans conteste de ce dernier. Beerus en serait capable à mon sens, je sais que vous n'êtes pas tous d'accord, mais c'est mon avis, il est très tranché, et les récents documents officiels, voire même chapitres de Dragon Ball Super vont clairement dans ce sens-là, peu importe la manière dont Beerus interviendrait, ne serait-ce qu'à la voix, on se doute bien que Goku et Gohan l'écouteraient. Tout ce raffus, ce développement de pouvoir sur cette planète, peut-il attirer un ennemi? Si ce ki a été ressenti de si loin sur la planète de Beerus depuis la Terre lorsque Gohan était en Beast, qui pourrait-il bien interpeller depuis la planète de Beerus? C'est très loin dans l'univers. Elle pourrait affoler toutes sortes de créatures mal intentionnées. En tout cas, j'espère l'introduction prochaine de nouveaux personnages, ou de personnages peut-être connus mais relativement perturbateurs. Ce qui me manque beaucoup, et c'est l'une des craintes que je mentionnais en début de review, c'est le fait que, ok, c'est cool, j'aime beaucoup cette ambiance, cette vibe véritablement qui transpire de ce chapitre, c'est d'ailleurs le jour et la nuit avec la redite du film super-héros. On respire, on est soulagé, en tout cas je le suis. Ça ne m'empêche pas de réfléchir, de modérer, de nuancer mes pensées, et de me dire que pour le moment, même si cette forme de tranche de vie, parce que oui, c'est de la tranche de vie, hein, ça, aussi intense qu'elle soit, la tranche de vie des Saiyans, ça peut être aussi un combat à un niveau supramortel. Il n'y a pas vraiment d'enjeu derrière. Il y a des petits trucs sous-jacents, hein, comme l'évolution de Broly qui pourrait être au cœur de l'arc à venir, le déploiement du ki de Gohan qui pourrait appeler quelqu'un. Mais pour le moment, il n'y a rien de bien précis dans cette continuation à l'arc super-héros, car vous avez été nombreux à me le demander. Est-on dans un nouvel arc ou super-héros? Pour le moment, officiellement, des propos éditoriaux eux-mêmes, c'est toujours l'arc super-héros. Donc il y avait la préquelle, il y avait le film, et maintenant il y a la séquelle, la suite. Bon, ça a tout l'air d'une nouvelle histoire, mais nous sommes toujours dans super-héros, ce qui d'ailleurs explique la présence du ruban rouge, Carmine et numéro 15. Ça aussi, c'est une porte ouverte. Je ne crie pas au scandale, parce que là c'est une période introductive, / de transition, il y a une forme de renouveau, il y a quelques notes d'intention qui se veulent rassurantes. Mais un enjeu devra être posé, et là il y en a zéro. Je me fais pas trop de doutes sur le fait qu'il arrivera, mais on peut pas rester 30 chapitres à regarder qui est le plus fort et qui est le plus rapide, qui est le plus intelligent, et le combat et la transformation et la forme, c'est pas Dragon Ball. Là ça passe sur un très court laps de temps, mais c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'au chapitre suivant, il n'y aura peut-être pas la réponse à qui est le plus fort, véritablement le plus efficace et performant entre Gohan Beast et Goku Ultra Instinct. Beerus couperait le combat, ce serait une forme d'expression de l'auteur pour nous laisser en plein débat, nous laisser se chauffer l'esprit concernant des questions à propos desquelles eux-mêmes les auteurs ne se risquent pas à donner la moindre réponse. On a l'habitude, mais pourtant c'est toujours pareil, ça continue de nous faire parler. Les questions de chronologie, de timeline, de canon, de puissance, rares sont les auteurs qui y répondent systématiquement, et la majorité du temps ils ne le font pas, et ils savent très bien les conséquences que cela aurait en ayant une position ferme et assumée à la suite. Bien que, même si je vois une clôture proche de ce combat, j'espère tout de même entrevoir chacun des deux guerriers pouvoir tirer une carte et l'épingle de son jeu, que les points forts liés à l'expérience, aux entraînements, aux batailles menées, aux diverses évolutions, au contrôle et à la maîtrise qu'a Son Goku sur son Ultra Instinct nous soient démontrés, que le manque de ces derniers se reflète aussi en Gohan, mais qu'il brille en tant que l'anomalie qu'il est au sein de ce grand échiquier, que l'on sente qu'il peut bouleverser, peut-être pas l'univers 7, mais en tout cas au moins son père en Ultra Instinct, et c'est quand même pas rien, que l'on ait des explications de la part de Whis, de Beerus, des commentaires de Vegeta, plus de dialogue entre Goku et Gohan, ou pourquoi pas Goku qui statuerait. Il était évident pour ce dernier, lorsqu'il s'est retiré du combat face à Cell, qu'il n'avait pas sa chance.
Il fallait donc envoyer Gohan, en toute connaissance de son plein potentiel latent. Si le terme du combat a lieu, de par les actions et propos de Beerus, Goku pourrait statuer, en mettant en valeur les qualités et les défauts de chacun, et potentiellement en disant « Félicitations mon fils, si on avait continué j'aurais perdu » ou bien « Entraîne-toi encore un petit peu plus sur tel et tel aspect et tu me dépasseras amplement ». Les deux options sont largement possibles, ça ramènerait Goku en tant que maître et expert des arts martiaux à nos yeux. Ça peut être une solution intéressante, mais c'est aussi un gros dilemme d'apporter ce type de réponse, c'est pour ça que je pense qu'ils se contenteront de nous hyper dessus, de nous montrer quels sont les avantages et les défauts de chacun, parce que les deux, l'Ultra Instinct et le Beast, sont relativement à leur sommet de popularité et de mise en avant par les auteurs. Si vous voulez mon avis très personnel, malgré tout ce que j'ai détaillé par rapport à Gohan, Goku devrait gagner. Peut-être de peu, mais il devrait gagner. Ça me paraît tout à fait naturel. Quand on voit de quoi il ressort depuis la fin de l'arc Granola, Gas, Granola, Black Freezer, tout ça, ça me paraît naturel. Mais en me transposant à la place des auteurs, c'est très compliqué. Les deux font partie des fers de lance de l'œuvre actuellement, et si l'un a l'air ridicule par rapport à l'autre ou trop en retrait, eh bien il perdra un intérêt fou. Tandis que rester cryptique, ne pas vraiment nous démontrer de vainqueur, permet de repartir sur une base neutre, de continuer à faire parler les fans, d'attiser les foules constamment, voire même donner un Goku perdant d'une manière ou d'une autre, c'est aussi faisable, plus que de donner le Beast perdant. Pour la simple et bonne raison que l'on sait que Goku va continuellement et perpétuellement évoluer. Ce serait une forme de défaite ou d'acceptation de sa faiblesse relative à Gohan, pour revenir de plus belle et encore plus fort d'ici 4 ou 5 chapitres. Tandis que Gohan, il a cette forme-là, il va peut-être évoluer au sein de celle-ci un petit peu, mais on n'a pas l'impression qu'il va avoir un power-up à chaque arc. Gohan est le type de personnage qui va briller de manière ponctuelle, une fois tous les 5 ans et encore je suis gentil. Goku, lui, il évolue presque une fois par mois. Je parodie, mais vous m'avez compris. Ce serait d'ailleurs du même ordre que sa défaite face à Vegeta. Alors il n'y avait pas de transformation en jeu, mais la défaite a bien été actée, à la fois dans le film super-héros et dans le manga, qu'il a retracé. Est-ce que cela a fait déferler un raz-de-marée? Est-ce que cela a été grave? Non, on sait très bien déjà que Vegeta méritait, mais aussi que sous très peu de temps, Goku reprendra le lead et puis voilà, on naviguera de nouveau dans les eaux habituelles, rien à signaler. Les auteurs se sont embourbés dans une situation relativement complexe, il n'y a pas mort d'homme non plus, on s'en sort assez facilement. Avec ma manière de voir les choses, j'y serais allé relativement dignement, j'aurais respecté les deux personnages, leurs deux évolutions, leurs deux caractéristiques, l'un l'entraînement ainsi que l'acharnement et la dévotion du côté de Son Goku, sa vie et le combat, tandis que l'autre est une forme d'anomalie et de génie sans presque même le savoir lui-même. Si j'étais à la plume, j'aurais valorisé les deux, cependant j'aurais eu un choix ferme, assumé et digne d'ajouter une légère once de brillance en plus du côté de Son Goku. Elle me paraît méritée, tout en nuançant par le fait que ce que vient de faire Gohan est un exploit majeur et capital qui impacte d'ores et déjà l'œuvre, et j'exprimerai également bien explicitement le fait que si Gohan s'entraînait, combattait, se nourrissait d'expérience, eh bien Goku et Vegeta ne lui arriveraient même pas à la cheville. Ce serait ainsi que je retranscrirai les choses dans le chapitre 103, ça ne correspond peut-être pas à certaines volontés éditoriales, marketing, artistiques, peut-être pas également à certaines visions à moyen long terme des auteurs, tout cela reste à déterminer. La surprise sera des plus intéressantes au chapitre 103, attendu comme à l'accoutumée aux alentours du 20 mars 2024. La preview pour le chapitre suivant, si vous l'avez raté, c'est tout simplement que le duo père-fils des plus puissants de l'univers a débuté. Encore une fois, attention, beaucoup de promesses, mais comme les 7 premières pages de ce chapitre, on croyait que ça allait être direct Gohan Goku. J'ai peur que ce combat finisse entre guillemets en queue de poisson, alors non pas de poisson oracle, ou peut-être même en queue de chat, celle de Beerus qui mettrait le holà complet parce qu'il s'en trouve bien trop touché dans son ego de destructeur, bien trop dérangé dans ses propres lieux, et que s'ils veulent se battre, ils ont qu'à aller faire ça ailleurs. Dernier point avant de conclure mes très chers devins, qu'en est-il par rapport à Beerus? J'ai déjà répondu, je pense que Gohan Beast, Goku Ultra Instinct, Vegeta Ultra Ego sont encore bien loin de Beerus, extrêmement loin de Whis, à des distances incommensurables et indescriptibles du Daishinkan, et restent à comparer vis-à-vis de Black Freezer. Alors il me paraît évident que ce n'est pas encore atteint pour Goku Ultra Instinct et Vegeta. En l'état du chapitre 102, Gohan ne m'a rien démontré qui prouve qu'il aurait le niveau ou voire surclassé Black Freezer. Dans le scénario, ça serait pas intéressant qu'il l'ait, sinon la menace Black Freezer n'existe plus par définition. Petite option cela dit, si Gohan Beast ruine Goku Ultra Instinct au chapitre 103, vraiment il lui laisse pas une chance. Il lui dit « Ah mais tu sais papa, je faisais vraiment que rigoler ». Et que là la bête se déchaîne et que Goku est laissé à moitié mort, bon, là on en rediscutera. Il est probable que Gohan ait atteint un niveau similaire à Black Freezer, mais en l'état, ça ne m'a pas l'air d'être le cas.
Et en termes d'écriture, j'ai du mal à visualiser pourquoi ça pourrait se profiler ainsi. Tout reste à découvrir, ça fait du bien, comparé à ces derniers mois, voire années, de redites de super-héros interminables. Mais une chose est sûre, vous êtes resté bien longtemps en ma compagnie aujourd'hui. Je vous en remercie, mais tellement. Si vous souhaitez me le notifier en zone commentaire, n'hésitez pas à mettre le mot de passe suivant. Je vous mettrai le petit cœur qui va bien comme d'hab. Celui-ci ne sera autre que Gohan, le deltaplane, parce que tu as beau atteindre des sommets à la sueur de ton front, une fois que tu penses pouvoir y trôner, tout d'un coup, à pleine vitesse, venu de nulle part au travers des cieux, se pointe Gohan, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, laissant choqués et frustrés sur le bas-côté ceux qui, à la force de leurs maigres les doigts remplis d'ampoules, essayaient également de gravir tout cela. Gohan, le deltaplane, sera le mot de passe de la vidéo de ce jour-là. Si vous l'avez apprécié, un maximum de pouces bleus de votre part sera plus que le bienvenu. J'espère que vous avez aimé la rapidité de proposition de cette vidéo. J'ai vraiment œuvré pour. Le niveau de détail et de mesure au cœur de l'analyse, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'espère qu'à la réception de votre côté, ça l'est également. Merci vraiment pour tout. Si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, commentez et partagez. Je serai là pour vous lire tous et vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Merci de nouveau pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.